Bonjour, notre conférence nous mène aujourd'hui vers deux lieux emblématiques des dernières heures de Robespierre, l'hôtel de ville et la conciergerie qui bordent cette promenade des quais de la Seine. Qualifiée d'antichambre de la mort pendant la Révolution, siège du tribunal révolutionnaire, la conciergerie a été le théâtre d'épisodes particulièrement tragiques de cette période de l'histoire de France. Le 28 juillet 1794, Robespierre, blessé, est amené à l'infirmerie de la conciergerie près de la cellule où Marie-Antoinette passa ses dernières heures. De là, comme la défunte reine, il sera mené au tribunal révolutionnaire installé dans la Grande Chambre, qui était donc le siège du Parlement sous la monarchie. Condamné à mort, il quittera la conciergerie pour la place de la Révolution, c'est-à-dire l'actuelle place de la Concorde, pour y être guillotiné. Avant la chute de l'incorruptible, les députés girondins avaient suivi le même chemin, et comme Marie-Antoinette et Robespierre, la conciergerie fut leur dernière étape avant de rejoindre la guillotine sur la place de la Concorde. Mais revenons sur quelques repères historiques. L'année 1793 est marquée par une mesure d'exception, l'établissement de la terreur au cours du mois de septembre. Bien qu'unanimes pour abolir la royauté, les membres de la Convention affichaient des tendances en fait très différentes. Et dès les premiers jours, s'étaient opposés les Girondins et les Montagnards. En 1792, on appelle alors Montagne le rassemblement des patriotes les plus révolutionnaires, ceux qui siègent, dit-on aussi d'ailleurs, sur les gradins les plus élevés. L'appellation antagoniste apparaît plus tardivement. Les contemporains parlent d'abord des Brissotins au temps de la première assemblée législative. Un nom par ailleurs inspiré par le député Jacques-Pierre Brissot, membre de la Convention et qui était né à Chartres en 1754. Ce nom de Girondin, qui vient de 3 députés de la Gironde, ne sera tout à fait accrédité qu'au début du XIXe siècle et ensuite aussi très certainement sous l'influence de Lamartine, qui publie en 1847 8 volumes sur la Révolution intitulés « Histoire des Girondins ». Les Girondins s'appuient plus sur les administrations départementales et sur les milieux d'affaires que sur le peuple révolutionnaire de Paris, dont ils désapprouvent l'idéologie égalitaire. Voltairiens, ils désirent le triomphe de la bourgeoisie éclairée, et ils vont œuvrer d'ailleurs dans ce sens jusqu'en août 1792. Plutôt bourgeois, ces Girondins s'opposeront ensuite à la vague populaire, et c'est ainsi que s'explique une politique d'abord révolutionnaire, puis plutôt modératrice chez les Girondins. Rendus responsables des échecs militaires du printemps 1793, les Girondins ne peuvent empêcher la création d'un tribunal révolutionnaire qui s'installe dans la grande chambre du palais de la Cité, près des geôles de la conciergerie. Les Girondins ripostent alors maladroitement, ils défèrent Marat devant ce tribunal révolutionnaire, et la gravure que vous voyez ici apparaître illustre en fait le cortège absolument triomphal du peuple qui va entourer Marat suite à son acquittement par ce même tribunal révolutionnaire le 24 avril 1793. Robespierre invite alors les sans-culottes à se mettre en insurrection contre les Girondins, ces députés corrompus. Les journées du 31 mai, 1er et 2 juin 1793 vont donc voir la chute des Girondins, dont les Montagnards, accompagnés par les sections parisiennes de sans-culottes, réclament la destitution et l'arrestation. De plus, l'assassinat de Marat par Charlotte Corday au cours de l'été durcit les positions de la Montagne. Et à Paris, ce sont donc 21 Girondins qui sont exécutés le 31 octobre 1793. Ils passeront leur dernière nuit à la conciergerie, où une chapelle dite des Girondins commémore d'ailleurs leur mémoire. Alors sur cette image ancienne, vous voyez apparaître cette chapelle qui existe toujours. Elle est située à l'emplacement d'un oratoire médiéval et elle fut donc aussi une cellule collective sous la Révolution. La tradition raconte qu'un banquet y aurait été organisé par les Girondins dans la nuit qui précède leurs exécutions, donc dans la nuit du 29 au 30 octobre 1793. À la veille de la Révolution de 1848, Lamartine a décrit cet épisode dans son Histoire des Girondins, donc cette œuvre en 8 volumes, publiée en 1847. Et malgré les faiblesses de l'auteur, enfin en tant qu'historien bien sûr, ça a été un des très grands succès de librairie au XIXe siècle.
Et donc pendant ce siècle, pendant le XIXe siècle, la chapelle deviendra un lieu de recueillement pour les républicains modérés. Et passons maintenant à l'époque de 1794, plus exactement du mois de mai 1794. C'est l'époque où va s'instaurer ce qu'on appellera la Grande Terreur. Pendant les premiers mois de 1794, déjà, sous l'autorité grandissante de Robespierre, les comités votent l'arrestation, des enragés pour commencer. Alors parmi eux, Hébert, qui était le rédacteur du Père Duchesne, un journal au langage plutôt cru, qui remportait un vif succès auprès des sans-culottes. Puis ce sera l'arrestation des indulgents, Danton, Camille Desmoulins, et Robespierre devient alors désormais seul maître de la Révolution. Sur cette eau-forte coloriée, un peintre anonyme a dessiné en fait le gouvernement de Robespierre. Elle date de 1794. La scène imagine les effets ultimes du gouvernement de Robespierre assimilé à une machine de mort. On voit au sol les têtes coupées des principaux groupes politiques qui ont été rassemblés en petits tas, comme si cette élimination avait été bien calculée d'avance. Dans la partie supérieure, sous les yeux de la Statue de la Liberté, donc sur la place de la Révolution, l'actuelle Concorde, le bourreau, seul survivant, n'a plus d'autre choix que de se guillotiner en fait lui-même. Mais cette dictature, jointe à l'intensification de la terreur dans les mois qui vont suivre, donnera naissance au sein même de la Convention à une coalition disparate qui va en fait provoquer la chute de Robespierre. Cette chute de l'incorruptible, elle se déroule au mois de juillet 1794. Le 27 juillet à midi, Robespierre monte à la tribune de la Convention et il tient un discours menaçant à l'encontre de ceux qu'il décrit d'ailleurs comme une ligue de fripons, mais ne nommant personne, il accuse ainsi tout le monde. Et si plusieurs députés craignent de se faire arrêter par l'incorruptible, l'un d'entre eux va se montrer plus courageux et lancer une mise en accusation de Robespierre. Après un temps de silence, stupéfait, on entend un, puis deux applaudissements. Empêché de s'exprimer, invectivé de toutes parts, Robespierre va se retrouver dans une situation critique et c'est finalement toute l'Assemblée qui se lève, la proposition est votée à main levée et Robespierre est arrêté. L'événement marque la fin de la dictature de Robespierre sur la France révolutionnaire. Arrêté, l'incorruptible et ses amis sont cependant libérés par la Commune qui prend fait et cause en leur faveur. Les accusés libérés vont se rendre alors à l'hôtel de ville, afin de constituer un gouvernement provisoire qu'il leur faudra imposer par la force. Mais, malheureusement pour eux, réunis dans l'un des salons, le salon de l'égalité, ils vont rester pendant des heures sans prendre d'initiative, alors que peu à peu la place de Grève devant l'hôtel de ville se vide de ceux qui les soutenaient. Déclarés hors la loi, Robespierre et ses compagnons seront finalement arrêtés par les troupes envoyées par la Convention. D'ailleurs, mal défendu, l'hôtel de ville ne résiste pas longtemps. Ces troupes y pénètrent sans difficulté et dans le tumulte, on rapporte qu'un gendarme tire sur Robespierre et lui brise la mâchoire. Ramenés aux Tuileries, ils seront finalement transférés à la conciergerie où il ne reste que quelques heures. Mais avant d'être transférés à la conciergerie et de là vers la guillotine, Robespierre ensanglanté fut étendu sur ce bureau dans les bureaux du comité de salut public qui était installé au palais des Tuileries. Il est installé donc sur cette pièce qui est assez extraordinaire, c'est une très belle pièce d'ébénisterie, c'est un bureau qui avait été exécuté pour le cabinet de travail de Louis XV au château de Choisy en 1744, où le meuble d'ailleurs était resté jusqu'en 1787, puis revenu ensuite vers le garde-meuble de la couronne. On le retrouve donc en l'an 2 dans les locaux du comité de salut public. Alors bien sûr, les insignes royaux avaient alors été martelés, remplacés par des bonnets phrygiens. Mais revenons à Robespierre. En ce qui concerne en fait son état de santé, les historiens débattent toujours sur deux hypothèses. Soit, comme je l'ai cité tout à l'heure, celle d'un tir provenant du pistolet du gendarme Méda, ou bien aussi sur la possibilité d'une tentative de suicide. Quoi qu'il en soit, amené ensuite à la conciergerie, Robespierre est installé dans l'infirmerie qui jouxte l'ancien cachot de la reine. Quelques heures plus tard,
il est condamné à mort par le tribunal révolutionnaire et guillotiné, ainsi que ses compagnons, place de la Révolution. À 20h, lorsque le couperet de la guillotine s'abat, la France voit disparaître en fait celui qui était devenu l'incarnation même de la terreur. Merci de votre attention.